Je suis Charlie. Cette phrase à elle seule résume les effets de communauté que nous rencontrons en culture de l'écran. La phrase a été rédigée une première fois le 7 janvier au moment de l'attentat contre Charlie Hebdo à Paris. En l'espace de quelques heures, la phrase et le mot-clé qui lui est associé sont devenus viraux. « Je suis Charlie » a été partagé plus de 3,5 millions de fois dès la première journée et le nombre de tweets est monté à 5 millions le surlendemain. Au-delà des chiffres dont la précision est contestée, c'est un véritable cri du cœur mondial qu'on a assisté, une réaction en chaîne qui s'est déployée à la grandeur de la planète, ce dont la géolocalisation des tweets publiés, permet aisément de témoigner. Écrire « Je suis Charlie », a-t-on compris, c'était affirmer spontanément « Je suis de cœur avec les membres tués de la rédaction du journal et avec les autres morts de cette journée. Et plus largement, je suis contre les gestes terroristes, contre l'intégrisme islamique, contre la censure. » Et la liste est ouverte. Il y avait des contre et puis on pouvait ajouter ce qu'on voulait. Comme le signale Amanda Hess, qui a un peu écrit sur la question, donc je reviens à mon propos, donc dans un article sur Slate, c'est une traduction maison. Je suis, ich bin, I am, c'est l'entrée en matière consacrée pour manifester son appui sur les réseaux sociaux. Nous exprimons de l'empathie, de l'indignation, voire de l'horreur en adoptant l'identité des victimes. Et ce qui était auparavant un procédé rhétorique est devenu l'ajustement par défaut des manifestations de solidarité à l'ère du mot-clé, où le politique ne devient véritablement viral que s'il est dûment personnalisé. À quelle forme de communauté virtuelle avons-nous droit avec un tel usage du mot-clé? Une communauté spontanée et éphémère, puisque constituée par cette réaction épidermique, dont l'effet peut être immense, mais il brûle comme un feu de paille. Nous qui utilisons les mêmes mots-clés, participons d'un même mouvement, d'une même communauté. Mais c'est une communauté qui ne dépend plus de principes identitaires stables, de relations continues, fondées sur des valeurs partagées. Elle se déploie plutôt sur la base d'identités fluctuantes, mises en jeu lors de relations reposant sur des valeurs en constante renégociation. C'est une communauté d'emprunt sans grande permanence, une communauté de passage comme une foule dans laquelle on s'insère le temps d'une manifestation. Dans une foule, on partage minimalement les mêmes déterminations spatio-temporelles, une même direction de marche et au moins un objectif commun. Dans les communautés spontanées, ce sont les mêmes déterminations axiologiques qui sont partagées, les mêmes croyances, les mêmes réactions face à un événement, et ce sont ces réactions qui sont à la base de la participation. Pourtant, les réactions et les assertions qui en expriment la teneur n'ont pas de valeur assurée et rien ne garantit ni leur authenticité ni leur signification. Le mot-clé que « Je suis Charlie » parle d'une réaction spontanée. On exprime notre sympathie en nous posant en double des victimes, en endossant leur identité. C'est bien le « je suis ». C'est dire que cette identité n'est plus une question d'être dans son opposition à un paraître, elle n'est plus un noyau stable, caché quoique permanent, elle se redéfinit plutôt comme une posture, une modalité de représentation de soi sur un réseau social, un identifiant répondant aux exigences par ailleurs minimales d'une communauté virtuelle. Par un mot-clé, j'adopte l'identité de l'autre, je la fais mienne, même s'il s'agit là d'un pur jeu qui n'engage à presque rien, d'autant plus que cette identité est une pure fabrication. Charlie, dans le cas qui nous concerne, n'est personne en particulier. Ce n'est pas Trayvon Martin, par exemple, qui a été tué aux États-Unis, mais le nom tronqué d'un hebdo, une entreprise commerciale métamorphosée en figure emblématique, toutes les victimes de cet attentat réunies sous un nom parapluie qui n'appartient à personne et qui ne veut rien dire. Selon Nathan Jurgensen, le « I am, je suis » est d'une grande efficacité parce qu'il sous-tend une différence. Si le « je suis » était vrai et irréfutable, il n'ébranlerait personne et ne serait que pure redondance d'information. Le mot-clé « je suis Bertrand Gervais » ne dit rien. Il ne fait que mettre en jeu la fonction fatigue dans sa plus grande banalité. L'efficacité donc du « je suis » vient de l'écart qu'il permet de jouer au vu et au su de tous. Et dans le cas de Charlie, cet écart est doublement rejoué parce que le Charlie en personne, bien sûr, n'existe pas. Alors, ça devient intéressant. C'est là où on rejoint Facebook. Alors, quand un certain Éric Lin modifie sa photo de profil Facebook pour insérer dans le rectangle privé à cet effet le slogan « Je suis Charlie », à quel type d'assertion a-t-on droit? Qui parle au juste et qu'est-ce qui est dit? La question se précise si l'on sait qu'Éric Lin, mais là, à peu près tout le monde le sait, là, si l'on sait qu'Éric Lin est le pseudonyme de l'auteur de ces lignes, qu'il est un écran derrière lequel il se cache, en fait derrière lequel je me cache. Le secret de Polichinelle, car c'en est un, établi à la suite d'une série de projets littéraires et universitaires et partagé par 318 amis, qui savent très bien à qui ils ont affaire lorsqu'ils lisent un statut d'Éric Lin. Mais en même temps,
Si toute énonciation sur un réseau social procède par une médiatisation, dans ce cas-ci, les strates sont dédoublées. Quand Éric Lin adopte le slogan « Je suis Charlie » comme identifiant visuel, nous en sommes au 3e niveau d'identité. Charlie, Lin, Gervais, évidemment. Alors, à quoi renvoie l'identification? En fait, à rien d'autre qu'un jeu d'une extrême banalité, qui est peut-être l'écho d'une situation réelle, traumatisante, mais qui y renvoie de façon indirecte par le biais d'une médiatisation qui devient son propre univers de référence. Les effets de communauté ressentis ne sont qu'en fonction de cet univers et qu'en vertu des règles qui en définissent le jeu. Ainsi, dans cet univers, quiconque le désire peut se dédoubler, adopter des traits autres, proposer un écran qui servira de masque. Les modalités d'identification des réseaux sociaux favorisent la création de pseudonymes et d'avatars, et ça depuis le début du web. En fait, la création d'un double n'apparaît plus maintenant comme un jeu savant ou littéraire, mais s'impose comme une modalité usuelle de communication et de représentation de soi. Elle ne se produit plus dans un régime identitaire marqué par l'intimité et l'intériorité, je ne suis pas ce que je parais être, mais par l'extimité et une extériorité exacerbée, je suis la somme de mes paraîtres. En fait, je suis la somme des images qu'on a de moi, notamment parce que, sur le réseau, je n'existe vraiment que par ces images. Qu'arrive-t-il quand les doubles se multiplient, quand tout un chacun a la possibilité de s'en créer un, voire une multitude, et quand ceux-ci se mettent à interagir entre eux? Ce qui fait la particularité du double se défait. On parlait hier des monstres, de la gémellité, du dédoublement, mais on voit très bien comment la situation de crise est complètement déjouée et pourtant, on a un redoublement constant des identités. Ce qui fait la particularité du double, je reviens à mon texte, se défait. Sa singularité, son caractère exceptionnel, son urgence. Le double, devenu une pratique commune, n'a plus rien du double, il devient un simple jeu. Et le sujet qui s'amuse à se composer des doubles n'est plus un être d'exception, il est un banal citoyen du monde contemporain, choisissant dans sa palette de mise en scène de soi une stratégie éprouvée, celle de se présenter sous un autre jour, le temps d'une interaction médiatisée par un dispositif d'accès à un réseau social quelconque. Ces nouveaux jeux identitaires renvoient à une identité flux, à une identité qui se compose d'un ensemble de flux interreliés. Dans ces flux, nous n'existons plus indépendamment de nos représentations, mais uniquement par celles-ci, et elles nous définissent tout autant qu'elles nous identifient. Notre identité est établie de façon différentielle et se présente comme le résultat intermédiaire d'un processus permanent d'ajustement. C'est une identité qui fait écran, une identité qui est une pure extériorité. Quand l'identité se décline sous une forme essentiellement fluctuante, on ne peut se surprendre que la communauté qui en est l'expression ne réponde plus aux critères traditionnels qu'il a définis. De la même façon que Facebook a transformé, voire banalisé à l'extrême la notion d'amis, la notion de groupe se dissout sur Internet pour être remplacée par celle plus lâche de réunion, une réunion établie entre des sujets sur la base d'intérêts communs partagés sur une plateforme donnée. En même temps, en disant cela, je ne fais que revenir aux définitions premières et traditionnelles de la notion de communauté, dont les liens sont dits être tissés sur la base de pratiques semblables. Les micro-communautés littéraires, parce que tout ceci était une introduction aux micro-communautés littéraires, vous n'en êtes pas rendu compte, moi non plus. Donc, les micro-communautés littéraires qui se sont développées avec la popularisation des logiciels de blog l'ont fait en fonction des mêmes principes atténués, où les liens de communauté sont établis en vertu d'une convergence immédiate d'intérêts. Ce sont des communautés flux, des communautés en acte qui, si elles se présentent comme des ensembles instables, procèdent par une mise en relation ouvertement affichée des relations entre ses membres. Ces communautés ne réunissent pas des sujets, mais plutôt des projets. Et les effets de communauté... Excusez-moi, un petit rhume, vous avez remarqué. Et les effets de communauté qui s'en dégagent, s'ils n'ont pas le caractère électrisant des projections identificatrices sauvages provoquées par des mots-clés, je suis, permettent de donner à ces projets une ampleur et une résonance qui en assurent la dimension symbolique. Alors, évidemment, vous le savez, des logiciels tels que WordPress, Blogger, Drupal, Joomla, et ainsi de suite, ont permis à des auteurs, à des lecteurs, depuis plus de 10 ans, de publier des textes et de mettre en ligne des projets de création et d'écriture sans frais et avec un minimum de connaissances techniques en informatique. Les révolutions du Web 2.0 a vu l'apparition d'une nouvelle génération d'internautes, celle des producteurs usagers, pour reprendre l'expression d'Axel Brund, et par conséquent, d'une nouvelle génération d'auteurs pour qui le livre n'est pas l'apanage de la pratique littéraire, mais un débouché parmi d'autres. Et à cet effet, le blog est devenu, en tant que plateforme de diffusion en ligne, le nouvel atelier d'écrivain. Ce mode de diffusion fonctionne sur un mode restreint, c'est une sphère
restreinte, il va sans dire, mais sa présence sur un réseau lui assure une certaine pérennité. Comme le dit Amélie Paquet, si le blog littéraire n'est pas dédié au regard de l'industrie du livre, il n'est pas non plus une plateforme narcissique d'exposition de soi. L'espace ouvert entre ces bornes permet d'accueillir un ensemble hétéroclite de pratiques. Il est un espace nouveau de production et de lecture, un genre fragmentaire, imparfait, précaire, fondé sur cette réalité toute simple que la littérature, et là je cite Amélie, la littérature sert à maintenir le contact entre les individus d'une communauté et que ce contact peut être maintenu grâce au libre partage des expériences. Fin de la citation. Alors, Amélie Paquet parle des blogs comme de bouteilles à la mer. Mais les blogs ne se déploient pas en autarcie, ce ne sont pas des îles perdues. Ils s'agglomèrent et constituent rapidement des archipels, des micro-communautés spécialisées. Les blogolistes, les blogrolls, très présentes sur une première génération de blogs littéraires, elle a tendance maintenant à disparaître, cette blogoliste. Donc, les blogolistes rendent explicites les relations de communauté établies entre les projets. Comme le dit Paquet, en constituant sa liste de liens menant vers d'autres blogs, le blogueur identifie des points de référence et se constitue un réseau au sein duquel son projet littéraire fait sens. Fin de la citation. En fait, ce réseau mis en évidence par les blogolistes révèle la présence et l'agir des micro-communautés à l'œuvre. Les auteurs sont aussi des lecteurs et leurs blogolistes expriment non seulement leur goût littéraire ou esthétique, mais encore et surtout leur participation à des communautés d'intérêt. Par exemple, à partir d'un projet singulier, Hochelag, l'espace littéraire et photographique de Benoît Bordelot et de Myriam Marcil-Bergeron, il est possible de reconstituer une communauté d'intérêt, voire les diverses micro-communautés d'intérêt des auteurs. Alors, la blogoliste, vous l'avez là, d'Hochelag, renvoie à 15 autres blogs, les uns liés à Hochelaga ou à Montréal, il y a Hochelaga Imaginaire, Interruption de service sur la ligne orange, les autres à des projets de géopoétique locaux ou internationaux, La Route Sacrée, La Traversée, Littérature et Géopoétique, vous êtes ici et là-bas, et ainsi de suite. Mais elle renvoie aussi à des blogs littéraires avec lesquels les divers projets des auteurs entrent en résonance immédiate. Des Primes explosives, Patio Green, Saint-Henri, Victoria Welby. L'étalage des hyperliens au cœur de la blogoliste permet d'explorer tous ces projets et de comprendre que cet ensemble qui allie propositions géopoétiques et blogs littéraires constitue en fait une véritable communauté en action. Alors, évidemment, les hyperliens ne sont pas à sens unique, ils procèdent par rétroaction de sorte que les projets se développent en réseau. Hochelag renvoie à Matière à fiction et les deux renvoient à Flânerie du mercredi, à Victoria Welby et ainsi de suite. Et là, vous voyez évidemment l'idée des flèches, c'est de vous montrer que tout ce monde-là s'entrelie. Bien sûr, c'est ça l'idée de la communauté et de la micro-communauté à l'œuvre. Ces liens sont précaires. La très faible institutionnalisation des projets a pour effet de fragiliser leur survie. Les liens se brisent d'ailleurs, car les sites ferment ou encore entrent en dormance. Certains autres projets deviennent inaccessibles, non pas tant parce que les auteurs ont cessé d'écrire, mais au contraire parce que leurs projets sont arrivés à maturité et ont été mis en livre par un éditeur qui a demandé l'exclusivité et requis que les sites ferment leurs portes. Les blogs littéraires jouent avant tout la carte du processus en acte et d'une mise en commun des résultats intermédiaires. Et ce sont les textes qui sont mis à l'avant-plan. Parfois, ces blogs n'ont pas d'auteur affiché. Ils sont attribués à des avatars ou à des pseudonymes. Patio Green, Albertine Bouquet, Victoria Welby, Laura Zepam s'affichent explicitement comme des créations. La fabrication de ces identités transitoires fait partie du projet littéraire, ce qui est symptomatique de cette identité flue à l'œuvre sur Internet. Sur d'autres projets encore, les noms des auteurs ne sont pas dissimulés, sans pour autant être affichés explicitement. Sur la page d'accueil de Hochelag, par exemple, ce sont les textes et les photographies qui priment. Chacun des textes est signé, mais le bandeau du titre ne contient aucun nom. La situation est claire, nous n'allons pas sur Hochelag pour les auteurs, mais pour les textes, pour Hochelaga. Des projets tels que Identité secrète ou Saint-Henri demandent aux lecteurs de se rendre dans la section « À propos » pour connaître l'identité de leur auteur. Il n'y a pas de nom explicitement mentionné sur la page d'accueil du site. Mais un projet tel que All Work and No Play ne fournit aucun nom dans ces sections « Je me, moi, Inc. » ou encore « Afficher mon profil complet ». On peut toujours envoyer un courriel à l'auteur, mais son adresse courriel est déjà en soi un programme omora@yahoo.fr. Pourtant, il n'y a pas à douter du sérieux de la démarche de l'auteur qui a rédigé pas moins de 272 entrées depuis 2003. C'est comme une masse de documents importants. Pourtant, l'auteur reste inconnu.
Alors, toutes les variations possibles sur l'art de dissimuler une identité sont exploitées, depuis le refus de donner son nom de famille jusqu'à l'invention d'un pseudonyme ou d'un avatar, en passant par l'anonymat le plus complet. Les communautés ainsi tissées sont nécessairement lâches. Elles reposent avant tout sur un agir, l'écrit, et sur une entente tacite, une participation libre aux échanges. Ces communautés n'impliquent aucun contrat spécifique. Les modalités d'entrée et de sortie y sont informelles et dépendent avant tout des dispositifs et plateformes utilisés. Et elles sont virtuelles car leurs membres interagissent entre eux d'abord et avant tout par le biais d'Internet. Ce sont des communautés d'auteurs-lecteurs qui se déploient en marge des institutions tout en redonnant à la littérature son efficacité première. Un projet tel que Poemsal, par exemple, qui a publié jusqu'à présent au moins 500 auteurs, cherche essentiellement à offrir une plateforme de diffusion à tous ces auteurs, jeunes pour la plupart, qui ne trouvent pas leur compte dans le monde littéraire établi. Le projet éditorial se veut iconoclaste, ouvert à toutes les paroles, et s'inscrit par contre dans un imaginaire de la fin du livre et de la littérature. Et je vous le cite, je vous le donne aussi en citation. « La poésie dans un état herméneutique notable, elle est morte, complètement. Elle s'est même cachée pour mourir. Sa résurrection ne nous intéresse pas, nous intéresse une poésie sale, sanglante et en lambeaux. Nous nous emploierons à en disperser les restes. Nous mettons à la disposition de tout un chacun un lieu propice à l'expérimentation, aux échanges, au choc. Pas de forme, pas de limite. » Alors, ce qui est intéressant, c'est la photo qui chapeaute cet énoncé d'intention donne un aperçu des rapports identitaires à l'œuvre. On y voit un homme dont les yeux sont masqués par un iPhone à l'horizontale, sur l'écran duquel on aperçoit les yeux d'un autre homme, comme si ces deux êtres ne faisaient qu'une seule personne. Les deux identités sont à la fois masquées et exhibées. La photo réunit les deux fondateurs du site, en fait, Charles Dionne et Fabrice Masson-Goulet, indissociablement liés par cette superposition d'identités. C'est un être composite dont l'identité est médiatisée par un dispositif technique, un écran qui sert d'écran, qui cache et qui présente en même temps. Nous sommes bien en présence d'une identité flue qui va de pair avec une littérature elle-même flue, une littérature de survie, d'émancipation et parfois même de combat. Les textes mis en ligne sur Poemsal, qu'ils soient signés ou non par des pseudonymes, exploitent tous les genres et tablent souvent sur l'irrévérence, le vulgaire, l'érotisme. Les auteurs publiés sur Poemsal ne constituent pas une communauté de la même façon que les auteurs-lecteurs des micro-communautés littéraires précédemment décrites. Le projet ne réunit pas des sites web, ce n'est pas une agora, mais des auteurs qui offrent leurs textes indépendamment de leurs propres projets individuels. Le site s'impose par contre comme une ressource, voire un phare qui attire les regards. Le projet est multiplateforme, on le trouve sur Facebook, Twitter et Tumblr, et il joue à merveille son rôle d'animateur d'une communauté littéraire virtuelle. En fait, si les micro-communautés littéraires sont des rhizomes, Poemsal s'impose comme un nœud, un lieu d'une grande activité où se croisent de multiples lignes d'écriture. Et les effets de communauté ressentis, ils sont plus importants que les échanges eux-mêmes, comme si une masse critique était enfin atteinte, qui venait témoigner du dynamisme des pratiques littéraires en culture de l'écran. C'est ma dernière partie, ça un peu de conclusion, donc sur des communautés à l'œuvre. Alors, Poemsal et les micro-communautés littéraires mettent en relation des auteurs-lecteurs, c'est-à-dire des internautes qui ne sont pas que des utilisateurs, mais des producteurs. Nous rejoignons ici le statut de producteur-utilisateur ou de prod-user proposé par l'Australien Axel Bruns. Je le cite. Le concept de produisage met l'accent sur le fait que dans les communautés qui s'engagent dans la création collaborative et le développement d'informations et de connaissances, le rôle du consommateur ou même d'utilisateur final, le end user, a disparu depuis longtemps et que la distinction entre producteur et utilisateur a sombré dans une insignifiance relative. Les utilisateurs sont d'emblée des producteurs d'un savoir d'ores et déjà partagé, qu'ils en aient conscience ou non. La micro-communauté littéraire établie autour d'Hochelag respecte tout à fait ce que Bruns identifie comme les principes clés du, en anglais c'est producage, je ne veux vraiment pas le traduire en français parce que producage me paraît particulièrement laid. Même en anglais, producage n'est pas très beau, mais bon, on comprend quand même ces producteurs-utilisateurs. Elle repose en effet sur une participation libre et une évaluation communautaire des textes mis en ligne par le biais de commentaires et de retweetages. Elle met en place une méritocratie ad hoc et une hétérarchie fluide qui encourage l'interrelation et la coopération entre les membres plutôt qu'une mise en ordre des entrées qui tend à assurer une institutionnalisation. Elle favorise de plus les processus en acte et leur développement continu en encourageant la mise en ligne et la diffusion d'états intermédiaires de projets. Et ultimement, elle permet la mise en commun et le partage de biens symboliques.
Dans le contexte du Web 2.0, ce sont les micro-communautés virtuelles qui font exister les textes, car ceux-ci, compte tenu de leur caractère éphémère et de leur faible distribution, n'existent qu'en vertu de ces communautés, qui sont leur premier, sinon leur unique cadre de référence. Si elles respectent foncièrement les principes du producage, en faisant exister les textes, en déterminant ce qui les définit, elles s'imposent aussi comme de véritables communautés interprétatives, telles qu'elles ont été définies, il y a près de 40 ans, par Stanley Fish. Et ça me fait plaisir de revenir à Fish, d'autant plus que ça a été défini à la fin des années 70, avant même, évidemment, le premier réseau, même ARPANET n'était pas encore établi. Alors, pour Stanley Fish, le rôle des communautés interprétatives, et en fait, je vais juste redonner la définition des communautés interprétatives, vous allez voir que les micro-communautés virtuelles sont des communautés interprétatives au sens strict. Et c'est dans ce sens-là tout à fait intéressant. Ah oui, donc j'avais interverti les notes. Donc, pour Stanley Fish, le rôle des communautés interprétatives est de définir ce qu'est un texte et quelles peuvent être ses fonctions et significations, ainsi que quelles sont ses interprétations possibles. Or, tout cela, bien sûr, dépend des communautés qui s'organisent autour d'eux. Et je vous donne en traduction personnelle, je n'ai pas pris la traduction qui existe en français, là, les traductions le texte de Fish. Les communautés interprétatives sont constituées de ceux et celles qui partagent les mêmes stratégies interprétatives, non pas tant pour lire, au sens habituel, dit Fish, que pour écrire les textes, pour établir leurs propriétés, leurs attributs et des intentions. En d'autres mots, ces stratégies précèdent l'acte de lecture et par conséquent déterminent la forme de ce qui est lu plutôt que vice-versa, comme on a tendance à le croire. La littérature est une catégorie conventionnelle, dit Fish. Ce qui sera à certains moments reconnu comme littéraire est lié aux décisions d'une communauté sur ce que c'est que le littéraire. En d'autres mots, il ne s'agit pas de dire que la littérature présente certaines propriétés formelles qui appellent une attention particulière. Au contraire, c'est l'adoption d'une attitude particulière qui a comme résultat l'émergence de propriétés que nous savons à l'avance être littéraires. Mettons la charrue après les bœufs. C'est dire que les micro-communautés virtuelles et littéraires, qui naissent, prospèrent et meurent sur le web, ne font pas que mettre en ligne des textes, en marge d'une institution qui leur refuse, règle générale, tout statut officiel. Elles inventent une nouvelle littérature, ou pour être plus précise, elles inventent leur propre littérature. En fait, elles pratiquent une littérature qui leur ressemble, et qui parvient à faire ce que la littérature a toujours fait, en tant qu'activité symbolique capable de véhiculer des significations complexes. Si la littérature est une catégorie, c'est une catégorie ouverte, contenant ce que nous avons décidé d'y mettre, ce qui y est inclus transforme en profondeur, même si ce qui est inclus transforme en profondeur la catégorie elle-même. Je à ma dernière page. Dans les micro-communautés littéraires, l'écriture était... Je la vois en train de regarder là. Dans les micro-communautés littéraires, l'écriture est expérimentée avant tout comme processus plutôt que comme résultat définitif. C'est un lieu d'expérimentation rendu public. Le texte y est conçu comme un être de langage, et là je renvoie à la vieille expression de Michel Charles, mais un être qui ne peut se penser qu'en relation avouée avec d'autres êtres coprésents à l'écran par le biais des hyperliens, de même qu'avec d'autres médias. L'hypertextualité et l'iconotextualité en sont donc des composantes essentielles. En fait, opposées aux pratiques littéraires hautement codifiées du monde et du régime du livre, les micro-communautés littéraires mettent en œuvre plutôt des pratiques illittéraires, des pratiques qui refusent de respecter les conventions romanesques établies en mettant de l'avant une matérialité textuelle exacerbée, du fait notamment de se déployer dans un réseau virtuel où la notion même de matérialité est mise à mal. Les pratiques illittéraires regroupent de nombreuses stratégies d'écriture déployées en culture de l'écran. Ces pratiques se présentent souvent comme illégitimes et même à la limite comme étant illégales lorsqu'elles pratiquent le remix et le copier-coller. Elles ne sont pas qu'instables, elles affectionnent l'opacité et la complexité. Parfois, aux stratégies traditionnelles de rédaction, elles préfèrent user d'artifices, multiplier les pastiches et les reprises ou générer des variations établies à partir de canevas ou de moteurs. La faible institutionnalisation de ces micro-communautés littéraires ouvre la voie à une véritable hétérogénéité des pratiques et à un renouvellement de ce qu'est la littérature. Le modèle d'affaires est peut-être défaillant, et c'est ce que le monde du livre lui reproche, et la survie des projets est nullement assurée, mais cette instabilité suscite une importante recherche littéraire, une exploration illittéraire proposant de nouvelles conventions qui viendront à terme se substituer aux anciennes. Alors, on n'a pas douté, les communautés virtuelles sont au cœur d'une nouvelle réalité dont nous ne faisons que commencer à explorer les effets. Qu'elles soient spontanées à la « je suis Charlie » ou organisées,
En amont, comme avec Poème Sale, ou en aval, comme avec la micro-communautaire littéraire déclinée à partir de Schlag, tout se déploie selon des rapports identitaires marqués par la fluidité, voire par la labilité des traits et par la prise en charge des modes de production et de réception des textes. Ils se transforment par contre à grande vitesse. C'est l'extensivité plutôt que l'intensivité qui en est l'apanage, mais surtout, elles évoluent au gré des flux dont elles font siennes les principes. Merci.